Corruption, isolement, échec, on pourrait peut-être résumer ainsi le parcours de l'agence spatiale russe ces dernières années qui périclite au rythme de l'actualité politique du pays, alors même que ces cosmonautes continuent, eux, de s'envoler vers l'ISS à l'image de Konstantin Borisov qui vient de décoller avec Roussette ce week-end. Alors on en parle avec nos invités en plateau à ma droite, Béatrice Hainaut, chercheuse espace à l'IRSEM. Bonjour Béatrice et bonjour Cécilia. Dans Smart Space, en face de vous, nous avons Brian Calafatian, chercheur en politique spatiale à l'Institut d'études et de stratégie et de défense. Bonjour Cécilia. Bonjour Brian, bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors la semaine dernière, c'est un échec qui a replacé la Russie au cœur de l'actualité, celui de Luna 25, la première sonde à être lancée par la Russie vers la Lune depuis 1976. La rencontre a bien eu lieu, mais rien ne s'est passé comme prévu, Béatrice. Effectivement, la sonde a été envoyée dans la nuit du 10 au 11 août depuis le cosmodrome de Vostochny en Sibérie orientale. Le 16 août, la Russie était parvenue à mettre en orbite lunaire sa sonde et l'alunissage était prévu pour le 21 août. Or, effectivement, ça ne s'est pas passé totalement comme prévu parce que lors de manœuvres pour mettre l'engin sur une orbite de pré-alunissage, il y a eu une anomalie et l'engin s'est crashé près du pôle Sud, mais en tout cas n'a pas réussi son alunissage qui devait être prévu le jour d'après. Oui, alors Roscosmos a été un petit peu flou sur le sujet. On n'a pas vraiment parlé d'échec tout de suite. On n'a pas eu les raisons claires tout de suite, Brian, sur cette mission. Bien sûr, c'est une stratégie qui est assez redondante, on va dire, dans la communication russe. En fait, il y a un décalage entre la position russe à l'international, son poids à l'international, et ce qui se passe en interne, c'est-à-dire des problèmes économiques, des problèmes sociaux, et également des problèmes liés à la structure même de l'État, de la fédération. Ce n'est pas nouveau, c'est Georges Sokolov qui en parlait dès 1993 quand il mentionnait que la Russie était une puissance pauvre. Et cela se basait notamment sur un besoin de puissance afin de guider le peuple et de combler le vide comme il l'appelait, qui se base notamment sur le fait que le territoire soit immense, qu'il y ait une mixité sociale, plus de 170 ethnies qui sont considérées en Russie, et aussi des richesses qui sont importantes, inexploitées, et enfin des problèmes liés à un sentiment d'humiliation au cours de l'histoire. Donc c'est pour ça que l'espace revêt particulièrement l'espace. Exactement, oui. qui est fédérateur, on va dire. Lorsqu'on prend les études donc, du centre analytique Levada, donc, qui est considéré comme un agence russe aujourd'hui par la Fédération de Russie, 43% de la population indique que l'une des principales fiertés de la Russie, après la grande victoire de 1945, c'est l'espace et la conquête spatiale. Évidemment. Donc l'échec n'est pas réellement permis, car il structure le peuple et lui permet de marcher sur la trace des ancêtres. Est-ce qu'on a une idée quand même, parce que c'est un échec, in fine, du coût financier que ça représente ? Alors, on n'a pas une idée précise du coût, mais en tout cas, on peut déjà considérer le montant du budget spatial russe, qui est estimé à 5 milliards d'euros par an. Au regard du PNB du pays, c'est un effort important, mais qui reste moindre quand on regarde les budgets spatiaux américains, qui est de l'ordre de 50 à 60 milliards, ou chinois, entre 15 et 20 milliards de dollars par an. Sachant que dans ces 5 milliards d'euros dépensés par la Russie, il faut qu'elle maintienne sa présence dans l'ISS. Il y a le développement de son nouveau lanceur. Il y a des coopérations à maintenir, etc. Donc on imagine que ce qui reste pour la recherche et l'exploration spatiale doit être quand même assez limité, conjugué à une perte de compétences, puisque comme vous l'avez rappelé, la précédente sonde avait été envoyée 47 ans auparavant. Ce qui paraît énorme. Il y avait déjà eu un échec, en réalité, un alunissage raté. Alors c'est une histoire qu'on connaît assez peu, mais c'est intéressant peut-être de la rappeler. Au moment où Apollo 11 réussissait son alunissage, la Russie, elle ratait le sien avec une sonde, et donc c'est très peu connu cette histoire. L'objectif était de prendre de court les Américains à l'époque et d'envoyer un mois avant non pas un homme parce qu'il n'en était pas capable, mais une sonde, et ça n'a pas marché, et en plus c'est arrivé après. Donc on est quand même toujours sur cette logique d'échec technologique. Comment on explique avoir perdu autant de connaissances technologiques ?
Alors, juste pour avoir peut-être une petite perspective par rapport exactement à ce que vous dites, Oui. dans l'histoire, en fait, sur les 23 alunisages réussis, sur à peu près une cinquantaine, donc déjà on voit un peu la proportion, il y en a 18 qui ont été réalisés entre 66 et 76. Donc on voit bien quand même la difficulté. Il n'y a rien eu entre 76 et 1990, et après on a eu d'autres missions qui ont été mises en place. Et en fait, le restant, donc les 5 restantes, c'est 4 chinoises et l'indienne dont vous avez parlé. Donc on voit quand même... Il faut un peu relativiser, entre guillemets, quand on voit ce genre de chiffres. La Lune n'était plus une priorité non plus pour la Russie, au même titre que ça ne l'était plus pour les États-Unis, jusqu'à ce que Donald Trump relance aussi le sujet dans un cadre politique très précis, mais qui est toujours d'actualité. Et la mission Luna 25 ne date pas non plus d'hier. C'est quand même un projet qui est dans les cartons c'est depuis très les années important 2010. De le rappeler, parce qu'on a la sensation que c'est un petit peu la bouée lancée par la Russie pour redorer son image, mais en réalité, un projet comme ça, il a été lancé à peu près en 2016, je crois. Donc, c'est juste l'aboutissement. Enfin, c'était censé être le mi-parcours de ce projet. Malheureusement, c'est l'aboutissement de ce projet-là. Il reste optimiste, puisque apparemment Yuri Borisov aurait communiqué avec l'équipe de la Luna 25 en disant on retentera en 2025-26 cette expérimentation, tout en disant que Luna 26 et 27 auraient aussi lieu. Donc dans le discours, en tout cas dans le narratif, on reste très optimiste. Très optimiste. Alors cet échec, il intervient à un moment quand même assez fou pour la Russie. C'était censé être le meilleur timing, finalement c'est le pire. Vladimir Poutine a fait un discours public où il replace la Russie au cœur du secteur spatial international, où il rappelle ses ambitions pour la Russie, il rappelle que c'était une grande nation. Quel était d'ailleurs à l'origine l'objectif de ce discours-là ? Il y a une course qui est en train de se jouer dans l'espace, et les États-Unis l'ont dit il y a plusieurs années, sous l'ère Donald Trump notamment, et on voit qu'il y a des dynamiques de blocs qui sont en train de reprendre forme, tant bien que mal. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Après, il y a une question qui est assez fondamentale dans le domaine spatial, c'est soit on est fournisseur, soit on est client. Soit on est au centre des missions, soit on est partenaire. Donc il y a un moment où il faut pondérer et faire un choix entre la direction que l'on souhaite prendre. C'est pour ça que certains États se concentrent plutôt sur certaines capacités, sur de l'industrie, sur du militaire notamment, pour arriver à sanctuariser les capacités stratégiques. Il s'agit maintenant, pour la Russie, de continuer à exister par rapport à la Chine. Et la Chine est en train de scruter évidemment ce qui se passe. Donc c'est assez compliqué. Oui. Alors on peut peut-être revenir sur... On parlait de cet échec, c'est un mot que j'ai choisi fort volontairement. Sur cet échec qui en fait n'a pas forcément commencé à partir du conflit ukrainien, qui a eu des conséquences dévastatrices pour le secteur spatial, notamment pour la coopération européenne. Déjà avant, l'agence spatiale russe avait des difficultés, notamment avec des problèmes de corruption aussi. Oui, bien sûr. Et même dans les années 2010, il y a eu une série d'échecs au lancement. Donc, on va dire que l'échec, entre guillemets, n'est pas nouveau. Comme on l'avait rappelé, en fait, l'héritage soviétique a des difficultés. Enfin, la Russie actuelle a des difficultés à pérenniser cet héritage. Dans l'espace, si on cesse d'investir massivement, on perd très vite en compétences. Et encore plus aujourd'hui, puisqu'on a une multiplication des acteurs aussi qui veulent y arriver, qui veulent faire de grandes choses, qui ont de grandes ambitions. Donc, la Russie n'a pas investi suffisamment, parce que, bon, elle a aussi d'autres priorités et d'autres problèmes, effectivement. Et encore moins pour l'exploration, puisque il ne faudrait pas croire que la Russie n'est plus du tout une puissance spatiale. Elle a quand même toute une gamme satellitaire aussi. Je pense notamment à des satellites militaires. Et puis, elle démontre des capacités en orbite, d'inspection, de tir anti-satellite, de laser, d'aveuglement, etc. Donc, il y a toutes ces capacités qui sont encore développées. Mais comme vous l'aviez rappelé, il y a des problèmes de corruption. Il y a des problèmes aussi d'organisation interne au sein de, que ce soit Roscosmos, dont d'ailleurs le directeur a été limogé en pleine guerre en Ukraine, fin juillet 2022. Et là, tout récemment, le directeur des forces aérospatiales, donc le volet militaire du spatial, a été lui aussi limogé, bon, pour d'autres raisons qui ne sont apparemment pas trop spatiales. Mais je veux dire, le fait aussi de changer de tête régulièrement et dans ce contexte qu'on l'a rappelé assez complexe, fait que, effectivement, ça ne favorise pas, on va dire, ça n'optimise pas ensuite la recherche et puis l'organisation interne. Longtemps, ce projet de nouveau cosmodrome, en fait, a enlisé aussi
la dynamique russe. On peut revenir peut-être là-dessus, c'est la base Vostochny. Alors, pardon pour ma prononciation. Je ne pourrais pas faire mieux, donc je vous laisse. Mais c'est vrai que la question de l'accès à l'espace est fondamentale, et on a la chance en Europe de pouvoir avoir un accès à l'espace qui est indépendant et souverain par rapport à la Guyane française, justement. C'est une question qui s'est beaucoup posée en Russie par rapport à l'accès donc au Kazakhstan et donc aux primes qui étaient engrangées par les autorités sur place. Et c'est pour ça que la Russie a souhaité se développer et avoir une propre base de lancement. Parce que qui dit impossibilité d'avoir une souveraineté et une indépendance, dit qu'éventuellement, un jour, on pourrait nous dénier l'accès à tout un pan de l'espace. Donc c'est pour ça que c'est une question qui est absolument primordiale. Et alors, pourquoi on parlait de corruption quand on parlait de ce cosmodrome ? C'est une excellente question. On n'a pas encore la réponse, mais financièrement, en fait, les comptes ont été très opaques. On a parlé de trous financiers aussi pour l'État. Tout à fait. En fait, la question de la corruption est j'allais dire, endémique pour le spatial, en tout cas pour le spatial russe, et j'imagine aussi dans d'autres domaines. Oui. Et elle gangrène en fait ce secteur. Et même si Vladimir Poutine, quand il est arrivé au pouvoir dans les années 2000, avait un peu promis de régler ces soucis, on voit que finalement, 23 ans après, cela est toujours d'actualité. Alors, où en sont les coopérations internationales de la Russie ? Plus d'Europe. Pour l'instant, c'est définitif. D'ailleurs, on le rappelle, mais on en a déjà beaucoup parlé. Plus aucune fusée russe Soyouz ne décolle de la Guyane. Qu'est-ce qui lui reste ? Alors, pour la Russie, effectivement, elle se tourne beaucoup. On parle beaucoup de sa coopération avec la Chine qui dépasse le secteur spatial. Donc, elle coopère. Alors, on n'a pas forcément les détails de cette coopération, mais sur les questions de la coopération sur la future station lunaire chinoise. Sauf que. Voilà, finalement, il rétropédale un petit peu et il s'en charge tout seul. Et très bien. Oui, tout seul. Enfin, ils appellent quand même à la coopération internationale et d'autres États se raccrochent parce que c'est un projet quand même assez fédérateur, ambitieux, et pour les autres États aussi, c'est intéressant de participer au même titre que par exemple le projet américain Artemis. Donc la Russie est toujours là. Je pense que la Chine ne l'a pas oublié parce que la Russie a encore un savoir-faire, a encore une expérience à vendre, même si la Chine prend un peu ses distances. Elle prend surtout ses distances pour capter des partenaires internationaux. Et la Russie, on voit qu'elle cherche elle aussi des partenaires. Il y a eu des annonces qui ont été faites cet été, notamment lors d'une visite d'État en Russie et en Algérie, en fait, où la Russie appelle à la coopération vis-à-vis de l'Algérie, de l'Égypte et de l'ensemble des pays africains pour la construction d'une station spatiale russe. Donc c'est intéressant de voir comment après, ça c'est le discours encore une fois, comment cela va se concrétiser. Quel est votre regard là-dessus, effectivement Il y a quelque chose qui est assez fascinant avec la coopération scientifique dans l'espace, c'est que l'on peut être partenaire avec son principal compétiteur. Et ça explique notamment le fait que l'Union européenne collabore grandement avec la Chine dans le cadre d'opérations spatiales. Galileo devait être ouvert à la Chine au départ. La question qui se pose principalement entre la Russie et la Chine, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de fournir une autre voie autre que celle de l'Occident et de l'OTAN, qui est incarnée par les États-Unis, et qui se cristallise par la coopération entre la Chine et la Russie, notamment aux Nations Unies, par rapport à une volonté de faire des test ban pour les ASAT, les missiles ASAT. Cependant, le problème de la Chine, c'est qu'elle doit essayer de ne pas trop soutenir la Russie pour ne pas se voir fermer des marchés à l'international, notamment vis-à-vis de l'Union européenne. Donc c'est pour ça qu'on marche continuellement sur des non-dits. Et c'est aussi pour ça que la Russie se tourne de plus en plus, et on l'a vu en juillet avec l'ouverture de la station orbitale Ross, du projet en tout cas, au BRICS. C'est-à-dire que la Russie essaie elle aussi de fournir une autre voie avec le reste des États des BRICS, donc le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Alors, il y a peut-être aussi d'autres perspectives avec l'élargissement des BRICS aussi à 6 partenaires, et notamment l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, où au sein déjà de ces BRICS, il y a eu des annonces comme avec l'Iran de faire une constellation, la constellation Sphera, multi-orbite, etc. Donc peut-être que ça lui donne un peu de possibilités aussi. Oui, nouvelles. Parce qu'on le disait tout à l'heure, il y a plusieurs façons de se réinstaller dans le secteur spatial, mais il faut aussi développer du service
en fait, et être acteur de ce nouvel écosystème d'offres de services qui a été déployé grâce à l'arrivée du New Space. Aujourd'hui, la Russie, est-ce qu'elle est compétitive? Est-ce qu'elle est attractive pour ses acteurs? Enfin voilà, il faut qu'elle se trouve une position. Il faut que peut-être que les constellations, c'est aussi un moyen d'aller entrer dans ce jeu-là, quoi. Oui, je pense que ce sont des projets fédérateurs qu'elle propose à pour le coup, des nouveaux partenaires, plus ou moins, et elle espère avoir ces partenaires avec elle, sachant qu'ils sont quand même moins performants par rapport aux précédents. On parlait des Européens. Donc voilà, il faut voir un peu l'équilibre aussi de la coopération, puisque si on veut qu'une coopération soit quand même efficace et qu'elle arrive à bout, il faut le faire avec des pays aidants. Après, il y a des États comme les Émirats arabes unis qui ont peut-être un peu moins de compétences, même s'ils la développent, ou l'Arabie saoudite, mais beaucoup d'argent. Ça peut être également utile. Il y a des avancées technologiques, oui, notamment avec leur rover Hop, qui est allé vers Mars. Alors, ça, c'est une très bonne transition que je me fais à moi-même pour le prochain sujet. C'est le sujet ExoMars, qui était quand même un sujet d'envergure d'exploration martienne précisément, un projet de rover qui était mené avec l'Europe, qui a été purement et simplement arrêté. Après des années en fait de préparation. Donc ça a été aussi un gros coup dur pour l'exploration spatiale russe. Bien sûr, on voit là tout le poids qu'a eu le conflit en Ukraine, enfin, la résurgence conflictuelle en Ukraine en 2022. Il y a eu d'autres cas pour des fournitures de moteurs, mais c'est principalement sur ExoMars que l'opinion publique a pu capter ce qui se passait réellement. C'est une mission scientifique qui est arrêtée après des années de report pour des considérations militaires. Donc c'est quelque chose qui est assez fort, surtout pour l'ESA. Est-ce qu'ils sont capables, les Russes, de relancer un projet pareil seuls? C'est toute la question qui se pose, justement. Ouais. Ils aimeraient, en tout cas. On sait que la Russie a des projets, notamment vers Vénus. Oui. Ce sera sa prochaine mission à la fin de la décennie, pour renouer avec ses anciens programmes. Donc là, il y aura toute une contrainte technologique pour résister à la pression, à la température. Bien sûr, la Russie ne peut pas rester indifférente à ce qui se passe et ce qui va se passer sur Mars. Oui. Donc, c'est un enjeu stratégique et c'est devenu aussi politiquement, ça fait partie légitimement de cette course à l'espace. Alors si Vladimir Poutine veut pouvoir tenir ce discours ambitieux, il faut aussi viser Mars. Et oui, de toute façon, le fait de ne plus être sur ExoMars, ça permet peut-être aussi de se recentrer sur la série des Luna, 25, 26, 27 éventuellement, qui permettront, elles, finalement, de peut-être aussi tracer le chemin pour des futures missions martiennes. Mais bon, là, c'est vrai qu'on est dans plusieurs années pour notamment. Dans la projection. Pour conclure, peut-être quelle va être et quelle devrait être la direction de la Russie pour pallier cet isolement? Alors, je pense qu'elle a déjà commencé. On parlait des coopérations, la recherche de coopération, donc avec les pays africains notamment, et puis pérenniser sa coopération, je pense, avec la Chine, qui maintenant, la relation qui était au départ plus de dépendance de la Chine à l'égard de la Russie, maintenant s'inverse un petit peu. Donc, je pense que c'est plus sur la coopération qu'elle doit capitaliser, puisque je ne pense pas qu'elle aura des fonds nécessaires supplémentaires à allouer à son budget spatial. Un dernier mot là-dessus. À court terme, la véritable difficulté pour la Russie, c'est de renouveler tous ces satellites, notamment d'observation optique, qui commencent à être obsolètes, on va dire, par rapport aux nouveaux standards. Donc, on a remarqué depuis le début de la guerre en Ukraine qu'il y a eu beaucoup d'envois, justement, de satellites militaires pour faire du soutien opératif, pour faire de l'observation, du renseignement. Donc, le renouvellement va déjà être en marche. Exactement. Ça fait partie de la stratégie. Exactement. Et renforcer la coopération avec les BRICS, renforcer la coopération avec la Chine, essayer de trouver un entre-deux, justement, entre les aspirations, enfin, la volonté, on va dire, de la Chine à l'international et sa propre volonté en interne. Beaucoup de travail pour le secteur spatial russe. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smart Space. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette toute nouvelle saison de Smart Space avec à la production Lily Zalkin. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.